Bonjour à tous et bienvenue donc, sur ce webinaire consacré au cluster Innovation Défense et Ciel. Je suis Marie-Laure Gouzy du pôle Aérospace Valais. Merci à tous d'être là. Quelques informations donc relatives tout d'abord à l'organisation de ce webinaire. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube d'ici 1 ou 2 jours. De la même façon, nous mettrons à votre disposition le support qui va servir à faire cette présentation. Le webinaire va être scindé en 2 parties. Une première partie consacrée à la présentation en elle-même, puis une seconde partie qui sera dédiée aux questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau par le biais de l'interface d'utilitaire de webinaire. Vous y avez accès et vous pouvez me poser les questions par écrit et je les relayerai de la façon la plus juste possible à nos intervenants. Donc, nous allons commencer. Donc, je me présente effectivement, je suis Marie-Laure Gouzy du pôle Aérospace Valais. Donc, je suis désolée, le slide est passé trop vite. Donc, parmi nos intervenants, nous avons le colonel Pic de la 11e brigade parachutiste qui se présentera un peu plus tard. Merci. Nous avons également Alain Gosselin de la DGA Technique Aéronautique et Christine Gautreau également de la DGA Technique Aéronautique qui se présenteront lorsqu'ils interviendront. Donc pour ma part, juste une présentation très rapide du pôle Aérospace Valais. Le pôle Aérospace Valais est donc un pôle de compétitivité dédié aux 3 filières aéronautique, spatiale et drone aux nouveaux usages. Donc le pôle Aérospace Valais qui rassemble les acteurs d'excellence des 3 filières aéronautique, spatiale et drone et nouveaux usages sur le secteur et le territoire d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'ensemble de ces membres réunis en 3 secteurs stratégiques que je viens de nommer peuvent échanger, partager et se rassembler dans des écosystèmes d'excellence. Ce sont des communautés thématisées autour de divers sujets d'intérêt pour l'ensemble de nos membres. Par exemple, donc, tout ce qui est relatif aux structures, matériaux et procédés, tout ce qui est relatif au système embarqué et communicant. Également une thématique autour de l'usine du futur, de l'économie des données, l'intelligence artificielle et également un dernier écosystème dédié à l'énergie et la propulsion et plus particulièrement, bien sûr, avec une vocation à s'intéresser à l'avion plus électrique et à la décarbonation. Donc, au-delà de ces secteurs stratégiques que je viens de nommer, notre objectif est également de permettre à nos adhérents de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux marchés plus diversifiés, dont bien sûr celui de la défense qui est très stratégique pour l'ensemble de nos membres. Donc voilà pour la présentation du pôle. Je vais laisser maintenant la parole au colonel Pic qui va nous présenter la 11e brigade. Bonjour, colonel Nicolas Pic de la brigade parachutiste. J'imagine que dans l'assistance, tout le monde n'est pas familier avec l'armée de terre, encore moins avec la brigade parachutiste, donc je vais prendre 2 minutes pour présenter l'unité. Donc c'est une grande unité de l'armée de terre qui a 2 caractéristiques. La première, elle combat sous blindage comme d'autres grandes unités de l'armée de terre. Et la deuxième, c'est qu'elle a une vocation d'intervention dans l'urgence par la voie aérienne, donc par la 3e dimension, et notamment par parachutage de la troupe ou alors par aérotransport lorsque les conditions opérationnelles le permettent. La grande unité 11e brigade parachutiste, c'est à peu près 10 000 hommes qui sont stationnés essentiellement dans le sud-ouest, avec une exception pour le 2e régiment étranger parachutiste, qui est un régiment de Légion et qui se trouve à Calvi. Chaque unité, c'est à peu près 1000 hommes. La brigade parachutiste, elle est équipée comme toutes les unités de l'armée de terre. Par contre, sa spécificité aéroportée,
nécessite l'acquisition ou le développement d'équipements plus adaptés à l'aérolargage de la troupe et à son combat qui suit l'aérolargage qui, dans la doctrine, dure de 1 à 3 jours. Donc pendant 1 à 3 jours, le soldat est à pied, combat à pied, ce qui a une implication directe sur ces équipements que l'on cherche toujours dont on cherche toujours à limiter et l'encombrement et le poids. À l'issue de ces 3 jours de combat à pied, la doctrine dit que l'unité est remotorisée et combat comme une autre unité de l'armée de terre. Point particulier, la mise en place en urgence, elle concerne, par aérolagage, elle concerne des unités qui varient de la taille de 100 parachutistes à 750 au maximum. Actuellement, en bande sahélo-saharienne, les largages sont autour de 120 parachutistes. Voilà, c'est l'expérience opérationnelle actuelle. Voilà, rapidement présenter la brigade parachutiste. Je ne parle pas du commandement des forces spéciales terres, qui est également membre du cluster, dont les unités sont, dont les caractéristiques des unités sont à peu près similaires à celles de la brigade parachutiste, sauf que leurs conditions d'engagement sont différentes dans le sens où la taille de l'unité qui intervient est beaucoup plus petite, avec des équipes qui sont d'une taille variable entre 10 et 30 parachutistes sur le terrain. Voilà, rapidement présenté les partenaires opérationnels du cluster. Donc maintenant, on va passer la parole à Christine Gautreau, DGATA. Bonjour, donc je suis Christine Gautreau, donc moi je suis chef de la division aéromobilité au sein de DGA Technique Aéronautique. Donc au sein de la DGA, Direction Générale de l'Armement, DGA Technique Aéronautique est le centre d'expertise et d'essai dans le domaine des performances et de la sécurité des aéronefs. L'ensemble des domaines d'expertise et d'essai du centre certains sont très connus car historiques, hein, comme les structures, les matériaux, les systèmes de cellules, les agressions électromagnétiques et tout ce qui est optronique, et les systèmes d'information informatique embarqués. L'aéromobilité, c'est une des dernières activités qui a rejoint ce centre en 2011. Donc la division aéromobilité, c'est une division de 80 personnes qui prend des experts ou architectes, comme on les appelle aussi chez nous à la DGA, et des essayeurs. Nous avons aussi au sein de la division donc à la fois des moyens d'essai, des essais sol, mais nous réalisons aussi des essais en vol dans les domaines de l'aéromobilité. L'aéromobilité, c'est tout ce qui concerne l'aérotransport en soute d'avions de transport tactique ou d'hélicoptères ou sous élingue, l'aérolargage de matériel, de personnel, le parachutage de personnel, l'aérocordage de personnel donc sous les hélicoptères en vol géostationnaire, et l'hélitreuillage aussi de personnel. Et puis nous avons au sein de cette division une petite activité qui est un petit peu hors aéromobilité, on va dire, qui concerne les expertises et des essais dans le domaine des équipements de sécurité et sauvetage des équipages et la tenue à l'éjection de pilotes qui s'éjectent d'avions de combat. Notre activité est essentiellement tournée vers le ministère des Armées, donc les programmes d'armement et les forces. On travaille très peu pour l'industrie dans cette division-là. Voilà. Donc maintenant, Alain Gosselin va prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis responsable du bureau innovation et progrès permanent au sein de DGA Technique Aéronautique. On a en charge le management de l'innovation à DGA ATA. C'est une démarche interne de gestion de management de l'innovation.
Notre démarche a été lancée en 2015, elle est structurée, elle repose sur 5 principes qui vont être d'ailleurs utilisés dans le cadre de ce cluster. C'est une démarche qui est ouverte à tous dans le centre. Tout le monde est susceptible de proposer une innovation. Le lancement est très réactif. On prend rendez-vous, on prépare l'innovation et on se présente devant le directeur qui décide de lancer ou pas l'innovation. L'accompagnement est standardisé. Il y a un suivi et un soutien permanent de la part de notre bureau par rapport aux innovateurs. Quelque chose d'important, c'est que l'échec est accepté comme une source de capitalisation et non pas comme un échec. Depuis le début de la démarche, on a eu 80 projets innovants qui ont été lancés. Les innovations sont au profit des forces et des programmes, mais également au profit de nos méthodes et de nos moyens d'expertise et d'essai. Et troisièmement, et c'est pas négligeable, au profit de notre fonctionnement, tout ce qui est processus et activités transverses qui permettent à nos experts et à nos essayeurs de bien travailler. Autre mission, c'est la captation de l'innovation pour l'AID. C'est le cadre de ce webinaire qu'on vous propose. Nous avons au bureau comme mission d'animer et de piloter le cluster de défense ciel qui va vous être en fait présenté dans ces principes dans les planches qui viennent. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de rassurer en étant le plus transparent possible les personnes qui ont déjà répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, et puis essayer de convaincre les sociétés qui n'ont pas encore répondu et qui auraient les compétences pour le faire. Les planches qui viennent, c'est simplement des planches de définition. Qu'est-ce qu'un cluster, quelles sont les missions, les objectifs et comment on est structuré. Donc après la création en septembre 2018 de l'Agence de l'innovation de défense qui est dirigée par Emmanuel Kiva, la DGA a décidé d'impulser une dynamique d'innovation au niveau local autour de ces centres d'expertise et d'essai, au-delà de leur propre démarche d'innovation interne. Il s'agit de démultiplier en région la politique ministérielle d'innovation portée par l'agence. Pour ce faire, la DGA a lancé des clusters d'innovation autour de ces centres de la direction technique. La DGA, c'est à peu près 10 000 personnes. La direction technique, c'est 5 000 personnes constituées de 9 centres répartis en France dans des domaines qui intéressent les forces comme le naval, le terrestre, l'aéronautique à Toulouse, le nucléaire, bactériologique, chimique, la maîtrise de l'information et les missiles, et les essais en vol et les essais de missiles. Voilà. Donc, ces 9 centres constituent la direction technique. Donc, l'objectif d'un cluster d'innovation de défense, c'est de fédérer, de susciter l'innovation grâce à des liens étroits entre la DGA, les armées et le tissu économique local. On est réunis aujourd'hui, on a réuni les forces via l'armée de terre et représentée par le colonel Pic, la DGA avec notre chef de division aéromobilité, et le tissu économique local, il est représenté par Aerospace Valley qui nous aide beaucoup dans ce cluster pour vous connaître et essayer de vous toucher. Donc, il s'agit d'animer un écosystème en réunissant les acteurs industriels, les représentants des forces, les acteurs économiques et les acteurs académiques. Donc, un cluster, concrètement, c'est le bras local de l'AID. On n'est pas les seuls, mais on a cette mission. L'AID est située en région parisienne. Officiellement, on n'a pas de locaux ni de représentants dans les régions, donc on joue ce rôle pour l'AID. C'est aussi le développement de partenariats avec des incubateurs, les pôles de compétitivité, les écoles. C'est un moyen de permettre aux PME et aux startups de connaître les irritants opérationnels sur lesquels elles peuvent diriger leurs réflexions innovatrices. Et c'est ensuite un excellent moyen pour vous d'être en contact avec les interlocuteurs du MINARM.
Notre mission, c'est d'ailleurs les missions qui ont été rédigées dans notre convention Ciel, c'est de contribuer à la maturation et au développement, à l'accompagnement et à la capitalisation des projets, de proposer à l'AID des projets relevant de l'innovation ouverte et d'intérêt technique, opérationnel et industriel. On retrouve le triptyque force, armée, industrie, et de contribuer à la réalisation et à l'accélération des projets d'innovation ayant reçu un avis favorable de l'AID. On verra tout à l'heure en fait le processus pour vous accompagner jusqu'à l'AID et bien au-delà pour vous accompagner dans la réalisation des projets lorsque vous serez labellisé par l'AID. À noter qu'il y a que la DGA a lancé 6 clusters, 2 dans le domaine naval. L'AITOL, c'est un cluster qui est orienté domaine terrestre. GINCO pour tout ce qui est maîtrise nucléaire, rayonnement bactériologique chimique. Le cluster Aliénor dans le domaine aérospatial et le 6e cluster Ciel qu'on vous présente aujourd'hui. Alors à noter qu'on va lancer un 2e cluster, comme vous l'a présenté Christine. Notre centre est constitué de 6 divisions techniques dans des domaines très spécifiques. Donc l'aéromobilité est un des domaines, et nous allons constituer un 2e cluster qui va couvrir l'ensemble des domaines de DGA technique aéronautique. Donc je vous ai parlé de la constitution des membres du cluster Ciel. La DGA est partenaire, bien entendu, avec l'armée de terre, l'ISAE Supaéro, qui va beaucoup nous aider avec l'apport de ses chercheurs, de ses stagiaires, de son espace Innov Space, pour tout ce qui est séance de créativité, sortir du cadre lorsqu'on est dans une impasse et lorsqu'on n'a pas de solution sur des problèmes récurrents. Ces techniques de créativité nous seront très utiles avec l'apport de cette prestigieuse école. Et bien entendu, le Aerospace Valley qui va nous aider dans le tissu économique à vous connaître et à vous contacter directement. Voilà, je vais laisser la parole sur le périmètre, donc les partenaires, un périmètre, des cibles et un processus pour y arriver. Donc, concernant le périmètre de l'aéromobilité, c'est tout ce qui touche au parachutage de personnel et d'équipement, la mise à terre donc à partir des aéronefs, l'embarquement sur aéronefs, donc que ce soit voilure fixe ou voilure tournante, à la fois de personnel et d'équipement de matériel. Il y a un volet donc plus spécifique à la DGA qui concerne les méthodes et les moyens d'essai dans le domaine de l'aéromobilité. Et puis, tout ce qui concerne l'équipement du combattant, débarqué et embarqué, toutes les fonctions opérationnelles confondues autour de ce combattant qui a été parachuté, et son adaptation aux contraintes du parachutiste lui-même, une fois sur la zone d'opération. Vous avez sur la planche la première liste des besoins identifiés par l'ensemble des partenaires de Ciel. Donc c'est une liste que vous avez pu voir dans l'appel à manifestation d'intérêt. Donc des thèmes issus des besoins DGA, à la fois issus de notre connaissance des besoins opérationnels ou des programmes d'armement, et puis de nos besoins en termes d'essais, de méthodologie ou d'outils d'essai. Le premier thème concerne des mesures sur textile. Nous sommes à la recherche d'innovations permettant d'avoir des mesures sur les textiles, notamment les voiles de parachute eux-mêmes. Aujourd'hui, on s'est instrumenté des suspentes, mais pas le tissu lui-même. L'objectif est d'avoir des informations sur les efforts vus et puis ainsi améliorer notre expertise dans ce domaine. Le deuxième thème concerne l'ouverture automatique de parachutes sans liaison mécanique avec l'aéronef. Aujourd'hui, une des techniques d'ouverture de parachutage, c'est avec ouverture automatique, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le parachute et
et l'aéronef. Ça implique un certain nombre de contraintes de sécurité. Donc tout mécanisme permettant d'ouvrir le parachute donc avec des altitudes plus basses que celles qui se font aujourd'hui sans liaison avec l'aéronef serait intéressante sur le plan opérationnel. Ensuite, le troisième thème concerne l'aménagement en soute-lisse d'hélicoptères et la protection des occupants. Il faut savoir que les armées peuvent utiliser les hélicoptères sans que les passagers soient assis sur des sièges. Il faut toutefois qu'on respecte un certain nombre de règlements de sécurité en termes d'arrimage. Et donc, le thème est de trouver des moyens de les arrimer et d'arrimer les matériels en toute sécurité. Oui. Pour le quatrième thème, FS4, le système de mesure des vents. Lorsque la troupe est mise en place par parachutage, il y a deux types de parachutage à très grande hauteur, donc à 4000 mètres et au-dessus, ou à basse hauteur à 300 mètres. Pour ces deux mises en place par parachutage, il est très important que le pilote ait une connaissance la plus précise possible des couches de vent entre l'aéronef et le sol, de telle sorte que la troupe tombe à l'endroit souhaité. Aujourd'hui, les systèmes d'évaluation de la météorologie sur les zones de saut sont assez anciens ou rustiques, donc on cherche à améliorer la précision du largage, donc la précision de la mesure des vents entre l'aéronef et le sol. Le cinquième thème concerne la maintenance des parachutes. Un parachute, qu'il soit pour un largage à très grande hauteur ou un largage à basse hauteur, a une durée de vie qui est évaluée entre 10 et 15 ans. Ces caractéristiques évoluent avec le temps en fonction du taux d'utilisation du parachute, des conditions d'utilisation, des conditions de stockage. Les systèmes qui existent pour connaître la vie du parachute et donc ses caractéristiques techniques au cours du temps sont assez rudimentaires et il est souhaité par les maintenanciers d'avoir une meilleure connaissance des conditions d'utilisation du parachute au cours de sa vie. Septième thème, qui est noté répartiteur Wi-Fi sécurisé pour ordinateur portable. Je vous évoquais tout à l'heure la nécessité pour la troupe aéroportée d'avoir des équipements les plus légers et les moins encombrants possibles. L'état-major de la force qui est larguée, lorsqu'il est mis en place, se déploie avec des ordinateurs, des PC spécifiques aux armées, mais qui sont, que vous pouvez aisément imaginer, qui sont actuellement reliés par du filaire. Bon, ça prend de la place et puis c'est pas commode une fois que l'on est déployé dans des conditions souvent un peu rudimentaires sur le terrain. Donc on recherche un système qui permette la liaison entre les portables des opérateurs une fois que le poste de commandement est déployé. C'est noté Wi-Fi, mais il y a d'autres techniques pour faire la liaison entre les ordinateurs portables. Juste une petite précision, le poste de commandement, c'est entre 10 ordinateurs, enfin 10 opérateurs et jusqu'à 30. Deux thèmes ensuite concernant les colis autoguidés. Donc, le premier a pour objectif de permettre d'augmenter la distance franchissable d'un colis largué à haute altitude. Et le deuxième thème concerne une télécommande pour des colis autoguidés. Il s'agit plutôt d'un besoin pour les essais. L'objectif étant de pouvoir reprendre la main sur un colis autoguidé ou éventuellement de le détruire. Ceci afin permettre d'augmenter les hauteurs de largage tout en respectant les tailles des zones de largage autorisées en France. Le thème suivant, système de déventement fiable. Il s'agit de permettre de déventer une grande voile de parachutes de charge lourde. Donc, ce sont des voiles qui font plusieurs centaines de mètres carrés. Une fois arrivées au sol, elles traînent le colis et l'objectif, c'est de pouvoir
quand on n'a qu'une seule voile, permettent de la libérer ou de la déventer de façon à ce que éviter que le colis soit traîné au sol. Tout ça en sécurité pour les opérateurs ou les personnes et tout ce qui est autour. Le thème suivant concerne l'arrimage de véhicules, mais surtout qui concerne qui doit permettre d'augmenter, comment dire, de permettre de transporter des personnels latéralement au véhicule dans les aéronefs, tout en respectant les facteurs d'arrimage de 3G en latéral. Donc aujourd'hui, on arrive à partir avec des chaînes, ce qui prend pas mal de place et limite l'emport de personnel à côté des véhicules. Là, on est à la recherche de systèmes innovants dans ce domaine. Deux derniers thèmes qui intéressent la brigade parachutiste. Le premier, c'est aide à la localisation. Lorsque la troupe est mise à terre par parachutage, il y a deux caractéristiques à comprendre. La première, c'est que la zone de flot n'est pas connue par les personnes qui sautent, puisqu'elle est très loin de la base opérationnelle. Et la deuxième, c'est que c'est de nuit. Donc, dans ces conditions, il peut arriver que le parachutiste, une fois au sol, ne se repère pas facilement. Donc, on cherche un moyen de l'aider à se localiser, de l'aider à retrouver son chef sur la zone de saut, qui peut aller jusqu'à 4 km de l'eau, avec des masques. Enfin, dernier thème, aide au transport d'équipement. Lorsque la troupe est larguée à partir d'aéronefs, elle est larguée avec des équipements complémentaires qui sont conditionnés dans des colis qui peuvent aller jusqu'à 75-100 kg, dans lesquels on met des munitions, des missiles, éventuellement de l'alimentation, de l'eau, etc., etc. Ces colis tombent au sol. Comme on est toujours de nuit et dans des zones de saut qui sont assez importantes et inconnues, il est difficile de retrouver le colis parfois et également difficile de ramener au point de regroupement sur lequel se trouve le chef. Donc, on cherche un équipement qui permette à la fois de retrouver le colis et de le ramener sans trop d'efforts vers le point de regroupement. Typiquement, un robot porteur. Voilà, donc vous avez bien compris, donc on a des partenaires avec des besoins, des irritants. On a ces besoins. En fait, notre mission, c'est de capter l'innovation pour répondre à ces besoins. Et un des moyens que Aerospace Vallée nous a proposé, c'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt, ce que nous avons fait le 27 avril, autour de ces thèmes, des 12 thèmes qui viennent de vous être proposés. Donc, dans un premier temps, on vous a demandé de renseigner un tableau Excel assez synthétique. Hein. L'idée, c'est de ne pas d'aller vite, de ne pas vous faire perdre trop de temps à remplir énormément de documents. On ne veut pas rentrer dans le détail d'une spécification détaillée. On veut connaître vos compétences et puis savoir si vous avez, dans le cadre de vos produits, une solution qui pourrait permettre de répondre aux besoins exprimés dans cette liste. Dans une deuxième phase, on vous envoie, en fait, lorsque vous avez répondu, lorsque vous êtes positionné sur certains des thèmes qui ont été proposés, on vous envoie un deuxième formulaire à renseigner et qui servira cette fois pour l'aider à la labellisation de votre projet. Alors concrètement, et pour résumer en fait ce que je viens de vous dire, on part du besoin technico-opérationnel des forces et de la DGA. Une liste de besoins a été identifiée, une première liste de besoins, il y en aura d'autres. La méthode pour vous contacter, c'est l'appel à manifestation d'intérêt, on est au-dessus là.
On vous propose soit de participer à des ateliers, si vous avez des compétences, pour ensuite trouver une solution et identifier un porteur de projet pour proposer ce projet à l'AID. Ou alors, si vous avez une solution sur étagère ou adaptable à notre besoin, constituer un dossier et, encore une fois, le présenter à l'AID. Il y aura une réunion entre les membres du cluster ciel pour évaluer vos propositions et cet avis sera accompagné du dossier que vous avez renseigné pour l'AID. Il y a une autre possibilité aussi, là on a pris le parti pris de forcer l'innovation par rapport à des besoins. Mais on a aussi comme mission de capter l'innovation sur des technologies de rupture qui pourraient répondre, même si on ne l'avait pas identifié, qui pourraient faciliter ou répondre à des besoins. Et cette voie, on vous propose soit de venir aussi nous contacter pour nous proposer ces projets qui vous semblent innovants dans notre domaine, et on évaluera aussi vos propositions avant de les adresser à l'Agence de l'innovation et de défense. Donc, comme vous l'avez compris, hein, on est l'intermédiaire entre vous et l'Agence de l'innovation pour la labellisation. La labellisation consiste à vous accompagner financièrement ou à vous mettre en contact avec des acteurs du ministère des Armées qui pourront financer votre projet. Donc, notre mission ne s'arrête pas là. Si vos projets sont labellisés, on contribuera à suivre et à accélérer vos projets en les capitalisant, en les suivant. Il se peut également que dans le cadre de vos propositions, vous êtes amené à proposer des tests ou des expérimentations que l'on est capable de faire dans nos centres d'expertise et d'essai. Et cette prestation est importante et elle est aussi à identifier et à évaluer dans votre projet. Le but, donc, le livrable, hein, c'est que votre projet soit opérationnel dans les forces, dans les programmes ou dans nos centres d'expertise et d'essai s'il s'agit d'un moyen d'essai ou d'expertise. Au niveau du calendrier, l'appel à manifestation d'intérêt, la date de clôture a été fixée au 26 juin, elle a été reportée compte tenu de la situation. Dans l'appel à manifestation d'intérêt, vous avez en pièce jointe le formulaire 1A à renseigner et lorsque vous vous positionnez sur des thématiques, on vous renvoie les formulaires, un deuxième formulaire à renseigner. Plus les fiches synthétiques associées au thème sur lequel vous êtes positionné. Ensuite, nous avons prévu de nous réunir début juillet pour évaluer toutes vos propositions et émettre un avis. Toutes les propositions seront ensuite adressées à l'AID, qui reviendra vers vous avec leur processus interne. Notre but est de faciliter leur travail en leur donnant notre avis sur une problématique qui a été exprimée par les forces ou la DGA. Donc, c'est une espèce d'avis éclairé sur vos projets. Ensuite, ils ont leur processus interne de sélection, de labellisation, pour vous accompagner ou pas dans ce projet. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc maintenant, je vais relayer un certain nombre de questions là, qui ont été posées au fil de l'eau pendant la présentation. Alors, en premier lieu, il y a un certain nombre de questions, on va dire,
assez techniques, assez pointues. Donc là, en réponse à ces questions-là, ce que je vous propose, c'est à l'issue du webinaire, je vous donnerai directement les contacts des experts techniques sur ces volets-là, afin que vous puissiez échanger avec eux, parce que voilà, je pense que c'est pas le lieu, et puis vous aurez des discussions beaucoup plus directes à ce moment-là. Ensuite, donc j'ai des questions donc concernant la 11e BP. Combien d'opérations sont réalisées par an par la brigade parachutiste? Alors, pour les sauts à très grande hauteur, je vais vous donner une moyenne qui n'est pas forcément, comment dire, qui est variable suivant les années, mais entre 5 et 10. Et pour les sauts de masse, 2. Pour ma culture personnelle, les sauts à grande hauteur, c'est quoi? Saut à grande hauteur, c'est 4000 mètres et au-delà, avec infiltration sous voile. Les sauts de masse, c'est 300 mètres à partir de l'aéronef, et donc pour la troupe, entre 100 et 200 parachutistes aujourd'hui. Merci. Donc après, j'ai une question concernant DGATA. Donc, pour mieux comprendre ce qu'est DGATA, est-ce que DGATA achète des moyens et des prestations en tant que centre d'expertise via place de marché public? Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc la DGA, de façon générale, oui, et les centres d'essai aussi passent des marchés et publient sur la place, oui, tout à fait. Pour nos moyens d'essai, notamment. Notre budget d'investissement annuel est de 5 millions d'euros. Qui comprend la maintenance de nos moyens, parce que les moyens d'essai sont très, très lourds, et l'achat de nouveaux moyens pour remplir nos missions d'expertise et d'essai. Ensuite, une question concernant le slide qui présente les différents thèmes de l'AMI. Donc, effectivement, hein, les ciblages entre la 11e BP et DGATA sur ce slide, c'est bien relatif aux forces qui ont émis le besoin dans le cadre de cette AMI, et qui, bien sûr, seront vos interlocuteurs dans le cas où vous avez des questions. Ensuite, donc là, j'ai une question qui est un petit peu plus large, puisque en fait, certains items qui ont été présentés en fait soulèvent des problématiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui m'expliquait dans la question, mais des problématiques multidisciplinaires, multiparamétriques, qui pour certaines sont à des niveaux TRL très bas. Donc, est-ce qu'il est envisageable d'avoir dans ce cadre-là des programmes, des projets de recherche, on va dire, assez long terme, qui vont commencer sur un TRL très bas pour pouvoir, et qui, par nécessité, vont prendre peut-être plusieurs années pour arriver au bout? Est-ce que c'est envisageable également de monter, d'avoir des projets de ce genre-là qui émergent? Nous, on peut faire remonter à l'AID ce type de projet qui est soumis à d'autres financements, à d'autres processus d'accompagnement comme les FUI, ou les rapides, ou d'autres dispositifs qu'a mis en place l'Agence de l'innovation de défense. Mais s'agissant du cluster, on souhaiterait capter des innovations sur étagère, sur des solutions existantes, ou alors avoir des séances de créativité, mais dans un but assez pratique. Merci. Donc, je reviens vers le colonel Pic, puisque peut-on avoir une idée de la taille et de la localisation? Ça, je ne pense pas, mais des zones de largage. La zone de largage, au maximum, elle fait 4000 mètres. Voilà. Après, les zones de saut, en fonction des effectifs qui sont à larguer, peuvent varier de 500 mètres jusqu'à 4000 mètres. Pour les sauts à basse hauteur, donc 300 mètres. Ensuite, pour les sauts à très grande hauteur, l'enjeu est que les équipes sont constituées entre 10 et 30 parachutistes qui dérivent sous voile. Les équipes arrivent sur un même point. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les questions, j'ai même des propositions de thèmes supplémentaires.
Donc, dans ce cas-là, est-ce que justement les gens peuvent s'adresser directement à vous pour proposer des solutions, même si elles ne sont pas dans le cadre du... On a forcé en fait dans ce premier appel à manifestation d'intérêt sur les 12 thèmes, il y en aura d'autres, mais on est ouvert complètement à des propositions sur des thématiques qu'on n'avait pas imaginées. Ça peut être des ruptures technologiques qui nous intéresseraient et comme c'est bien sûr qu'on serait intéressé par analyser les propositions. Merci. Donc, alors, j'ai une question plutôt relative à la thématique des colis autoguidés, mais qui est quand même assez large. Donc, c'était pour savoir, est-ce qu'il y a déjà des solutions de colis autoguidés qui sont en place au sein des forces? Il y a des programmes d'armement en cours, oui, en cours de développement. D'accord. Donc, je reconfirme, ça a déjà été fait par Alain, mais je reconfirme qu'effectivement, la date de remise du fichier Excel, la date limite, c'est bien le 26 juin, mais ça serait également la date limite de remise des fiches complémentaires. Donc, si vous pouvez effectivement renvoyer le tableau Excel un petit peu en amont du 26 juin, il est quand même très, très léger en termes de données, d'informations. Ça serait plus intéressant, effectivement, d'en bénéficier avant afin qu'on puisse vous renvoyer la fiche un peu plus complète, le formulaire M2, le plus tôt possible. Ensuite, j'ai une question sur les ateliers de créativité qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, effectivement, la question, c'est à quel moment seront ces ateliers dans le contexte actuel. Déjà, je tiens à souligner le fait qu'on organise pour la première fois depuis un bon moment un webinaire avec l'ensemble des intervenants dans la même pièce. Ça faisait quand même quelques temps que ce n'était pas arrivé. Mais en ce qui concerne les ateliers de créativité, au vu de la situation actuelle, ça va être difficile de donner une date et surtout un mode de fonctionnement. Il va falloir qu'on s'adapte. Donc ça, on vous en fera part dès qu'on en saura un petit peu plus. Donc, une question intéressante également concernant le regroupement de partenaires. Est-ce que la DGA attend ou encourage d'éventuels regroupements entre sociétés sur des solutions possibles vis-à-vis de cet appel? Oui, bien sûr. Par contre, l'idée, c'est qu'il y ait un pilote par projet constitué de plusieurs partenaires. C'est l'idée aussi des séances de créativité qu'on souhaiterait lancer lorsque la situation sera un peu plus maîtrisée, soit en visio, soit en présentiel. L'idée, c'est de constituer des groupes avec un pilote pour présenter le projet à l'AID et être accompagné sur ce projet. Bien sûr qu'on souhaite qu'il y ait des partenariats. C'est un des objectifs du cluster, créer des partenariats entre sociétés qui apporteraient des briques technologiques élémentaires et l'assemblage de ces briques constituera un projet à porter. Oui. Alors, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, je me doutais bien que ça allait générer des questions. Quand vous indiquez contribuer à la réalisation, l'accélération et la capitalisation des projets, comment va se concrétiser l'aspect capitalisation sous forme d'essai, sous forme de financement? Quelles sont les solutions possibles? Pour nous, la capitalisation, c'était d'avoir la connaissance des projets qui ont été initiés dans le cadre du cluster, qui ont été lancés, accompagnés par l'AID et qui seront suivis par nous, puisque l'objectif, c'est quand même qu'ils soient opérationnels, soit dans les forces, soit à la DGA. La capitalisation, c'est vraiment la connaissance des projets qui ont été lancés. Voilà. On ne vous laisse pas tomber lorsque les projets sont présentés à l'AID. Ensuite, on les suit et on vous accompagne le plus possible. Le deuxième accompagnement que l'on peut faire, c'est lorsque votre projet nécessite des essais ou des expérimentations au sein des centres d'essai ou défense. Et ça, c'est un point à ne pas négliger dans votre proposition. Une question concernant la confidentialité. Comment est géré l'aspect confidentialité dans le processus de réponse à la manifestation d'intérêt jusqu'à la discussion avec l'AID?
Est-ce qu'on peut mettre en place des NDA, des accords de confidentialité, la confidentialité industrie. Oui. Pas la confidentialité de défense. Hein. Oui. C'est celle de défense, pas dans le stade actuel. Oui, ensuite, NDA, s'il y a effectivement besoin de protéger la propriété intellectuelle de l'industrie. Donc ensuite, j'ai une question pour savoir quels sont les liens avec l'appel de l'Agence européenne de la défense, le DIDP, et est-ce qu'on peut concourir aux deux? Donc là, je pense pouvoir répondre en disant que oui, c'est totalement indépendant et qu'effectivement, vous pouvez répondre aux deux appels sans problème. Donc une autre question, si nous ne recevons pas le formulaire N2 d'ici le 26 juin, est-ce à dire que nous ne serions pas retenus pour la suite? A priori, systématiquement, les sociétés qui se positionnent sur des thèmes reçoivent les formulaires. Donc, il n'y a pas de tri. On a souhaité être le plus court possible au départ de l'appel à la manifestation d'intérêt avec un seul formulaire rapide à renseigner. Et ensuite, en fonction de vos réponses, vous aurez systématiquement les fiches synthétiques un peu plus détaillées que ce que vous avez reçu dans le premier tableau Excel, plus le formulaire à renseigner, qui est un formulaire type AID. Et donc là, une question qui revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Sera-t-il possible d'interagir avec les experts avant le dépôt du formulaire N2? Oui. Voilà, oui, si vous avez des questions précises, et d'ailleurs j'en profite pour rebondir, là, j'ai beaucoup de questions techniques, purement techniques qui m'arrivent, je vous mettrai en relation avec les experts pour que vous puissiez échanger, bien entendu, avant le dépôt du dossier. Oui, c'est tellement vrai que pour la brigade parachutiste, les porteurs de projets donc de militaires ont déjà commencé à contacter quelques personnes qui ont répondu pour demander, poser des questions, vérifier que le sujet était bien compris, etc. etc. Et ça s'est fait aussi du côté des GA. Donc, y a-t-il d'autres AMI publiés par les 5 autres clusters et comment y accéder? Donc, effectivement, les autres clusters ont déjà publié des AMI. Là, on parle par expérience puisque le pôle est également impliqué dans le cluster Aliénor en Nouvelle-Aquitaine, qui a déjà également publié une AMI qui a été clôturée au mois de mai. Donc, en principe, le pôle et les réseaux classiques se font l'écho justement de ces AMI et vous serez bien sûr informés de ce qui se passe. Alors, j'ai beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Donc, comme je le dis, les questions techniques, je vous renverrai vers les experts. Donc, on me pose la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir sa place dans les réponses aux thématiques abordées, notamment ce qui concerne, on parlait de maintenance prédictive, où là, ça peut avoir un intérêt. Donc, effectivement, ça... Nous, on n'exclura aucune proposition. Et on va même plus loin, puisque tous les projets que vous présentez seront proposés à l'AID, quel que soit notre avis, qui est un avis consultatif et pas décisionnel. L'avis décisionnel, il est au sein de l'AID dans ces processus de labellisation. Par contre, effectivement, on émettra un avis par rapport à notre besoin, mais il se peut que votre proposition intéresse d'autres domaines. Je prends peut-être une dernière question. Je reviens sur la propriété intellectuelle parce que c'est toujours quelque chose qui est très, très important et c'est très compréhensible. Les sociétés apportant les idées, les solutions, conservent-elles l'intégralité de la propriété intellectuelle développée et affinée dans le cadre de ce cluster? Oui. On a une clause de propriété intellectuelle qui garantit aux sociétés la propriété de leurs produits, de leur invention. De toute façon, c'est toujours les projets vont être menés à bien dans le cadre de dispositifs ciblés. On l'évoquait tout à l'heure, par exemple, comme le Rapide, qui sont toujours cadrés par des accords de consortium et qui sont régis, dans tous les cas, par des règlements concernant la propriété intellectuelle. Donc,
pas de problème. Une dernière question. Quand prévoyez-vous une présentation du 6e cluster? On va y aller par étapes. La première étape, c'est de constituer, déjà d'identifier un périmètre, comme on l'a fait pour Ciel, donc aéromobilité, là ce sera autre chose, et des partenaires. Notre première étape, c'est de signer cette convention avec les partenaires de ce 2e cluster. Ensuite, en début 2021, on lancera des AMI sur les autres domaines qui n'ont pas été couverts par Ciel. Merci beaucoup. Donc, oui, je vous en prie, colonel. Et juste une précision pour celui qui a posé la question sur le nombre de sauts opérationnels annuels moyens. J'ai répondu pour la brigade parachutiste, je n'ai pas répondu pour le commandement des forces spéciales terres parce que je ne connais pas le chiffre. Et je précise que l'entraînement, à l'entraînement, les procédures de mise en place par saut sont très régulières, à basse hauteur comme à grande hauteur. À basse hauteur, c'est hebdomadaire. À grande hauteur, c'est également tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Je rebondis. Une dernière question qui m'arrive parce que je voudrais la donner parce qu'elle intéressera tout le monde, je suppose. C'est quel est le délai de réalisation des projets que vous voyez dans cette AMI? Est-ce qu'on est sur du moyen terme, du long terme? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur des programmes très amont, mais voilà, de façon globale. Après, tout dépend des projets. Les projets seront traités individuellement par l'AID en fonction de leur taille, de leur enjeu. Ils adapteront le processus d'accompagnement par rapport au projet. Mais nous, dans le cadre du cluster Ciel, l'idée, c'était d'avoir des cycles. C'était d'aller capter l'innovation et d'aller assez vite dans le déploiement de ces technologies sur le terrain ou au centre d'expertise et d'essai. Les projets à moyen terme, à long terme ne seront pas exclus, mais ils rentreront dans un autre dispositif, si jamais ils sont retenus par l'AID. J'ai encore une question très intéressante qui m'arrive et donc voilà, je la relais. Les candidats doivent-ils présenter un niveau minimum de chiffre d'affaires? Sous-entendu, peut-on rentrer dans des dispositifs via l'AID et le cluster qui seraient éventuellement accessibles, je pense, aux jeunes entreprises qui n'ont pas forcément les fonds propres nécessaires. Donc, est-ce qu'il y aurait des possibilités pour ces jeunes entreprises d'avoir accès soit à ces dispositifs un peu plus ouverts ou à des financements via de la commande publique? Est-ce que c'est envisageable? C'est dans la définition des clusters, hein, c'était de contacter, de réunir les acteurs du tissu industriel, quelle que soit leur taille et quel que soit leur domaine. Hein. Et c'est pour ça que cette AMI a été ouverte pas uniquement aux sociétés spécialisées dans le monde de la défense, mais à d'autres sociétés qui auraient les compétences pour répondre à ces besoins. Bien sûr qu'on pourrait travailler avec des startups, hein, puisqu'on l'a clairement écrit. Donc, voilà, le message est effectivement candidater et n'hésitez pas à vous manifester. Dans tous les cas, il y aura une étude, j'ai envie de dire, au cas par cas. Personne n'est exclu, voilà. A priori. Ça dépend de la pertinence du projet qui est proposé. Merci infiniment pour cette présentation. Merci à vous pour votre participation. J'insiste sur le fait que je me ferai le relais de toutes les questions techniques et les demandes de mise en relation avec les experts qui ont été faites. Donc, je relayerai cela. Et dans tous les cas, voilà, il est quand même le message aussi, c'est que si vous postulez à l'AMI, dans tous les cas, le tableau Excel n'est qu'une première étape et vous recevrez ce formulaire, on va dire N2, qui vous permettra de répondre de façon plus complète à la demande. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.